Il y a un moment précis que le narcissique ne t'a jamais dit, un moment qu'il cache même à lui-même. C'est le moment où il réalise que tu ne seras plus jamais la même femme qu'il a connue. Pas parce que tu l'as oubliée, pas parce que tu as tourné la page comme si rien ne s'était passé, mais parce que quelque chose en toi s'est transformé d'une façon qu'il ne peut pas comprendre, qu'il ne pourra jamais comprendre. Et cette transformation-là le terrifie d'une façon que tu n'imagines même pas encore. Jung a décrit ce processus il y a presque un siècle. Il l'appelait l'individuation. Et il disait que certaines personnes ne deviennent vraiment elles-mêmes qu'à travers la douleur la plus profonde. Que la femme qui émerge de l'autre côté d'une relation narcissique n'est pas une version brisée de ce qu'elle était. Elle est une version forgée, plus forte, plus sage, et d'une façon que je vais t'expliquer aujourd'hui, littéralement intouchable. Reste avec moi jusqu'à la fin parce que ce que je vais te révéler n'est pas une promesse creuse. C'est quelque chose que j'ai observé encore et encore dans mon cabinet. C'est quelque chose que Jung a documenté et c'est quelque chose qui t'appartient déjà, que tu le saches ou non. Laisse-moi te parler de ce que tu ressens peut-être en ce moment. Tu t'es éloigné de cette relation, peut-être depuis des semaines, peut-être depuis des années, et tu te bats avec quelque chose que personne autour de toi ne comprend vraiment. D'un côté, il y a le soulagement. La paix retrouvée, les matins où tu te réveilles et tu réalises que personne ne va te critiquer, te manipuler, te faire douter de ta propre santé mentale. De l'autre côté, il y a quelque chose de plus complexe, une sorte de vide étrange. Pas un manque de lui, non, plutôt un manque de qui tu étais avant que tout ça commence. Cette version de toi qui croyait encore que l'amour était simple, que les gens disaient la vérité, que le monde était fondamentalement bienveillant. Et tu te demandes peut-être, est-ce que je vais retrouver cette légèreté? Est-ce que je vais redevenir confiante? Est-ce que les cicatrices de tout ça vont disparaître un jour? Écoute-moi bien, car ce que je vais te révéler, personne n'ose le dire. La réponse est non, tu ne redeviendras pas celle que tu étais. Et c'est la meilleure nouvelle que tu aies entendue depuis longtemps, parce que celle que tu étais pouvait être blessée de cette façon-là. Et celle que tu deviens, elle, ne peut plus l'être. En 15 ans de pratique clinique avec des survivantes de violences narcissiques, j'ai vu quelque chose se produire encore et encore. Les femmes qui traversent vraiment leur guérison ne retrouvent pas leur ancienne version. Elles découvrent une version d'elles-mêmes qu'elles n'avaient jamais connue, plus solide, plus lucide, plus libre. Et oui, pour utiliser le mot que Jung aurait utilisé, intouchable. Ce que je vais te décrire aujourd'hui, ce sont les 3 étapes de cette transformation. Pas des étapes théoriques, des étapes réelles, documentées, que j'ai observées chez mes patientes et que Jung a décrites avec une précision remarquable dans ses écrits sur l'individuation. Et à la fin, je vais te dire exactement pourquoi le narcissique est terrifié par cette femme que tu es en train de devenir. Mais d'abord, il faut comprendre quelque chose d'essentiel sur ce que le narcissique t'a vraiment fait. Pas seulement les actes, le mécanisme. Le narcissique opère toujours selon le même cycle. Jung ne connaissait pas le terme « love bombing », mais il avait identifié le mécanisme derrière. Il savait que certaines personnalités utilisent l'idéalisation de l'autre comme une forme de manipulation inconsciente. Au début, il te montrait une version de toi à travers ses yeux qui était extraordinaire. Tu étais parfaite, tu étais unique, il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme toi. Et tu te sentais vue, vraiment vue, peut-être pour la première fois. Ce que tu ne savais pas, c'est que ce n'était pas toi qu'il voyait, c'était sa propre projection. Il projetait sur toi ce dont il avait besoin, une source illimitée de validation, d'admiration, d'attention. Et tu l'as donnée. Parce que tu es une empathe, parce que tu aimes vraiment, parce que la connexion émotionnelle est quelque chose de réel et de profond pour toi. Ensuite est venue la dévaluation, lentement, progressivement, souvent imperceptiblement au début. Les critiques déguisées en taquinerie, les comparaisons avec d'autres femmes, les silences punis, les règles qui changeaient sans prévenir, de façon à ce que tu aies toujours tort, toujours en défaut, et tu essayais de t'adapter, de comprendre, de faire mieux, parce que c'est ce que font les empathes.
Et puis, que ce soit arrivé de façon brutale ou progressive, est venu le rejet. Ou peut-être c'est toi qui as fini par partir, après avoir tout essayé. Dans les deux cas, tu t'es retrouvé de l'autre côté avec quelque chose que personne ne te préparait à traverser. Pas juste de la peine, une remise en question totale de ta propre perception de la réalité. Du calme, parce que la révélation la plus importante arrive maintenant. Parce que c'est exactement ici, dans ce point le plus bas, que commence la transformation dont Jung parlait. Jung a écrit quelque chose que je relis régulièrement parce qu'il me touche chaque fois. On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Cette phrase, pour une survivante de narcissisme, elle prend une dimension particulière. La relation narcissique t'a forcé à aller dans l'obscurité, à affronter des vérités sur la nature humaine, sur la manipulation, sur tes propres blessures, que tu n'aurais peut-être jamais regardé en face autrement. Et c'est justement ce processus-là, aussi douloureux qu'il soit, qui devient le matériau de ta transformation. Laisse-moi te parler de Marguerite. 47 ans, divorcée depuis 3 ans d'un homme que tout le monde dans son entourage considérait comme charmant, généreux, adorable. Elle le connaissait différemment. Elle connaissait les regards froids, les humiliations murmurées pour que personne d'autre n'entende, le gaslighting si subtil qu'elle avait fini par consulter un neurologue parce qu'elle pensait avoir des problèmes de mémoire. Lui avait dit si souvent qu'elle inventait des choses, qu'elle avait commencé à le croire. Quand Marguerite est venue me voir pour la première fois, elle était à cette étape que je reconnais maintenant immédiatement. Physiquement présente, mais émotionnellement comme derrière une vitre. Elle parlait de sa vie avec un détachement étrange, comme si elle décrivait l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle avait honte, pas de lui, d'elle-même, de ne pas avoir vu, de ne pas être partie plus tôt, d'avoir laissé faire. Retiens bien ceci, parce que ce que Marguerite traversait, c'est la première étape de la transformation. Et c'est l'étape que la plupart des gens ne reconnaissent pas pour ce qu'elle est réellement. La première étape s'appelle l'effondrement du faux soi. Ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas ton soi à toi qui s'effondre. C'est la version de toi-même que tu avais construite pour survivre dans la relation narcissique. Parce que pour survivre dans ce type de relation, tu avais développé une version de toi-même adaptée, réduite, déformée. Une version qui marchait sur des œufs, en permanence, qui apprenait à lire les humeurs de l'autre avant même qu'il entre dans une pièce, qui s'effaçait pour éviter les conflits, qui donnait sans jamais demander. Cette version adaptée de toi-même, elle s'effondre après la relation. Et cet effondrement ressemble à une crise identitaire. Qui suis-je sans lui? Qui suis-je quand je n'ai plus à m'adapter à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que je veux vraiment? Ces questions-là, elles peuvent être terrifiantes. Mais elles sont le signe que quelque chose de fondamental est en train de se passer. Jung appelait ce processus le démantèlement de la persona. La persona, c'est le masque social, la façade construite pour naviguer dans le monde. Et quand la persona se fissure, quand l'identité adaptée s'effondre, il y a un vide temporaire qui peut être très inconfortable. Mais dans ce vide, quelque chose commence à émerger, quelque chose de plus réel. Ça semble simple dit comme ça? Attends, parce que le deuxième stade va tout clarifier. La deuxième étape est ce que j'appelle la rencontre avec l'ombre. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, voire inconfortables. L'ombre, pour rappeler ce que Jung entendait par ce terme, c'est l'ensemble des parties de nous-mêmes que nous avons refoulées, niées, cachées. Pour une survivante de narcissisme, l'ombre contient souvent des choses difficiles à regarder. La colère que tu n'as pas pu exprimer pendant des mois ou des années. La rage froide que tu ressens parfois et qui te fait peur parce que tu ne te reconnais pas dedans. La honte que tu portes sans vraiment savoir pourquoi. Le deuil d'une version de ta vie que tu avais imaginée et qui n'existe plus. Et parfois, quelque chose encore plus difficile, la reconnaissance de tes propres patterns, des façons dont tu t'es peut-être toi-même mise en danger sans le voir. J'ai vécu exactement la même chose pendant des années. Quand j'ai commencé à travailler sur ma propre guérison, j'ai découvert dans mon ombre des choses qui ne m'étaient pas agréables à voir.
une dépendance à l'approbation des autres que je n'avais jamais vraiment examinée. Une peur de l'abandon si profonde qu'elle influençait mes décisions sans que j'en aie conscience. Et une colère immense que j'avais passé des années à contenir, à justifier, à transformer en quelque chose de socialement acceptable. Regarder ces choses en face, c'est courageux. Et c'est exactement ce que fait l'empathe qui guérit vraiment. Elle n'évite pas son ombre, elle s'y confronte. Elle intègre ces parties difficiles d'elle-même au lieu de les refouler à nouveau. Et dans ce processus d'intégration, quelque chose d'extraordinaire se produit. Souviens-toi de ce que je t'ai dit sur la signature émotionnelle de vulnérabilité. Quand les blessures non guéries constituent une ombre non intégrée, elles émettent un signal. Quand tu les intègres, quand elles font partie de ta conscience, plutôt que de ton inconscient, ce signal change. Et tu changes avec lui. Marguerite, 6 mois après avoir commencé ce travail sur son ombre, m'a dit quelque chose que je n'oublierai pas. Elle m'a dit « Je pensais que regarder en face ma colère et ma honte me détruirait. Mais en fait, ça m'a libéré. Je ne porte plus un poids que je ne reconnaissais même pas. » Et c'est exactement ça. L'intégration de l'ombre ne te détruit pas. Elle te libère de quelque chose que tu portais sans savoir que tu le portais. C'est là que quelque chose d'autre commence à se passer. Quelque chose que Jung décrivait comme le début de la véritable individuation. La rencontre avec l'ombre ne signifie pas que tu deviens ces parties difficiles de toi. Ça ne signifie pas que tu cèdes à la colère ou que tu te noies dans la honte. Ça signifie que tu reconnais leur existence, que tu leur accordes une place légitime dans ta conscience. Et cette reconnaissance change fondamentalement la façon dont ces énergies opèrent en toi. Ce qui était inconscient et donc incontrôlable devient conscient et donc gérable. Ce qui te possédait cesse de te posséder dès l'instant où tu le nommes clairement. C'est le paradoxe le plus puissant de la psychologie jungienne. C'est en regardant l'obscurité en face qu'elle perd son emprise sur toi, pas en la combattant, pas en la réprimant à nouveau, en la reconnaissant comme une partie de toi qui mérite d'être comprise plutôt que niée. Et c'est là qu'une transformation concrète dans ta façon de te relier aux autres commence à se manifester. Tu développes quelque chose que les psychologues appellent la différenciation psychologique. Tu deviens capable de ressentir les émotions des autres sans les absorber comme si elles étaient automatiquement les tiennes. Tu peux être touché par la souffrance de quelqu'un sans te dissoudre dedans. Tu peux entendre une critique sans qu'elle effondre ta perception de toi-même. Parce que tu as une base, une fondation interne construite sur la connaissance de toi-même, y compris de tes parties les plus difficiles. Et cette fondation, c'est précisément ce que le narcissique ne pouvait pas atteindre. Il avait besoin que tu aies du vide à l'intérieur pour pouvoir s'y installer. Maintenant, il n'y a plus de vide, il y a toi. Et maintenant, vient la 3e étape, la plus belle, celle que Jung appelait l'émergence du soi authentique. Cette étape ne ressemble pas à ce qu'on imagine. Elle n'est pas spectaculaire, il n'y a pas de moment dramatique où tu te réveilles un matin en te disant « je suis guérie, je suis forte, je suis libre ». C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est une accumulation de petits moments. Un matin où tu réalises que tu as pris une décision importante sans te demander ce que quelqu'un d'autre en penserait. Un moment dans une conversation où quelqu'un essaie de te culpabiliser et où tu ressens, au lieu de l'anxiété habituelle, une sorte de clarté tranquille. Un instant où tu réalises que tu ne t'es pas excusé pour quelque chose qui ne nécessitait pas d'excuse. Ces petits moments s'accumulent et progressivement, tu réalises que quelque chose en toi a changé à un niveau fondamental. Tu as une façon différente de te tenir dans le monde, non pas de façon arrogante ou défensive, mais avec une sorte de solidité interne que rien de l'extérieur ne peut vraiment ébranler. C'est ce que Jung décrivait comme l'individuation, le processus de devenir pleinement soi-même, et il soulignait quelque chose d'important. Ce processus ne se fait pas malgré la souffrance, il se fait à travers elle. La femme qui a traversé une relation narcissique et qui a fait le travail de guérison ne revient pas à son point de départ. Elle arrive quelque part de nouveau,
Et cet endroit nouveau est, dans tous les sens du terme, plus solide. Et ce que cette solidité produit dans tes interactions quotidiennes avec le monde est concret et visible, même si tu ne t'en rends pas toujours compte sur le moment. Tu commences à poser des limites naturellement, non pas parce que tu as mémorisé des formules ou des scripts, mais parce que tu sais ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Et cette différence est fondamentale. Les limites imposées par la peur ont un goût différent des limites qui viennent de la connaissance de soi. Les limites de la peur sont défensives, rigides, parfois agressives, parce qu'elles protègent une blessure. Les limites de l'individuation sont claires, calmes et d'une façon presque paradoxale. Elles ne nécessitent pas beaucoup d'énergie pour être maintenues. Tu ne t'épuises plus à te protéger. Tu te contentes d'être toi-même, et être toi-même est suffisant. Il y a autre chose que j'observe systématiquement chez les femmes qui ont atteint ce stade. Leur relation à leur propre désir change profondément. Avant, dans la relation narcissique, tes désirs étaient soit ignorés, soit retournés contre toi. Tu avais appris à les taire, à les minimiser, à les présenter comme des demandes modestes pour ne pas provoquer de réaction. Maintenant, quelque chose dans ton rapport à tes propres envies commence à se décrisper. Tu réalises que vouloir quelque chose, simplement vouloir quelque chose, est permis, que tes désirs ne sont pas des faiblesses à exploiter, qu'ils font partie de qui tu es et qu'ils méritent d'exister. Et cette redécouverte de tes propres désirs est l'un des signes les plus clairs que l'individuation progresse vraiment en toi. Et maintenant, voilà ce que je veux que tu comprennes sur le narcissique qui t'a connu. La vérité est exactement l'inverse de ce qu'il t'a dit. Il t'a peut-être dit que tu n'étais rien sans lui, qu'aucun autre homme ne voudrait de toi, que tu étais trop sensible, trop émotive, trop compliquée. Et ces mots avaient pour but de te maintenir dans un état de doute permanent, de dépendance à sa validation. Mais voilà ce que Jung a identifié sur la nature profonde du narcissique. Il est profondément, existentiellement terrifié par l'authenticité, pas par la force physique, pas par la réussite sociale, par l'authenticité, par quelqu'un qui se connaît assez pour ne pas avoir besoin de lui. Par quelqu'un dont l'identité ne peut pas être manipulée parce qu'elle est trop solidement ancrée. Et la femme que tu es en train de devenir à travers cette guérison, cette femme-là, il ne pourrait plus l'approcher même s'il le voulait, parce que tu ne seras plus sur sa fréquence, parce que tu ne lui offriras plus le terreau dont il a besoin pour s'installer. C'est ça, être intouchable, pas froide, pas blindée, pas incapable d'aimer. Au contraire, plus capable d'aimer que jamais, parce que tu aimeras à partir d'un endroit de plénitude et non de manque, mais intouchable à la manipulation, intouchable au gaslighting, intouchable à ceux qui cherchent à exploiter les blessures non guéries. Ta guérison est la chose qui terrifiait le plus le narcissique. Et il avait raison d'en avoir peur. Tu viens de comprendre les 3 étapes de la transformation que Jung avait identifiées pour les femmes comme toi. L'effondrement du faux soi, la rencontre avec l'ombre et l'émergence du soi authentique. Ces vérités sur le narcissisme, sur la façon dont la douleur peut être le catalyseur d'une transformation profonde, ces vérités méritent d'être entendues par toutes les femmes qui traversent encore ce processus en silence. Le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un soutien à cette chaîne. C'est ton geste de dire que ces vérités doivent continuer à exister, à être dites clairement, sans minimiser ni simplifier. Tu n'es pas seulement spectatrice, tu es gardienne de ce type de vérité. Et ensemble, nous brisons le cycle. Et maintenant, je veux te dire quelque chose directement, pas comme psychologue, comme femme qui a fait ce chemin. Tu n'es pas brisée. Je sais que tu as peut-être entendu tellement de fois des choses qui suggéraient le contraire, que cette phrase semble presque creuse. Alors, laisse-moi être plus précise. Ce que le narcissique t'a fait a été réel. La douleur que tu as portée a été réelle. Les nuits à pleurer sans vraiment comprendre pourquoi, les moments où tu doutais de ta propre perception de la réalité, l'épuisement d'avoir donné tout ce que tu avais à quelqu'un qui n'a jamais pu vraiment recevoir ce que tu donnais, tout cela a été réel.
et tu n'as pas à minimiser tout ça pour aller de l'avant. Mais voilà ce qui est également réel. Tu es encore là. Tu as traversé quelque chose qui aurait pu te détruire, et tu es encore là, à chercher à comprendre, à guérir, à grandir. Et ça, ce n'est pas rien. C'est même quelque chose d'extraordinaire. Et je veux être encore plus précise sur quelque chose que tu n'entendras peut-être pas souvent. Ce que tu as traversé t'a coûté énormément. Le temps, l'énergie, la confiance. Peut-être des années que tu aurais voulu vivre différemment, construire différemment. Et il est normal que tu portes parfois le deuil de ces années-là. Ce n'est pas de l'amertume, ce n'est pas de la faiblesse. C'est le signe que ces années comptaient pour toi, que tu avais investi en elles avec une sincérité totale. Mais voilà ce que je veux que tu saches sur ce deuil. Il fait partie de la guérison. Il n'est pas un obstacle à elle. Jung parlait de l'importance d'honorer les épreuves qu'on a traversées plutôt que de les effacer ou de faire comme si elles n'avaient pas eu lieu. Prétendre que ça n'a pas compté, ou que tu aurais dû t'en sortir plus vite, ou que tu n'aurais jamais dû te retrouver dans cette situation, c'est nier une partie de ton histoire. Et nier une partie de ton histoire, c'est nier une partie de toi. Ce qui s'est passé a eu lieu, et ça a construit quelque chose en toi, même si ce quelque chose a été d'abord une blessure avant de devenir une force. Les deux sont vrais en même temps. Jung avait une façon de parler des personnes qui traversaient les épreuves les plus difficiles et qui en sortaient transformées. Il parlait d'une qualité de sagesse qui ne peut pas s'acquérir autrement. Une sagesse qui vient de la connaissance intime de l'obscurité et donc de la lumière. Une sagesse qui rend quelqu'un fondamentalement différent de ceux qui n'ont jamais eu à descendre aussi bas. Tu possèdes maintenant cette sagesse. Peut-être que tu ne la reconnaissais pas encore sous ce nom. Peut-être que tu l'as vécue encore principalement comme de la douleur. Mais elle est là. Et elle va continuer à se révéler. La femme que tu es en train de devenir après le narcissique, cette femme est plus forte, non pas parce qu'elle n'a plus de peur, mais parce qu'elle a appris à avancer malgré elle. Elle est plus sage, non pas parce qu'elle sait tout, mais parce qu'elle sait reconnaître ce qui est réel de ce qui est manipulation. Et elle est intouchable, non pas parce qu'elle a érigé des murs, mais parce qu'elle s'appartient enfin vraiment. Ce n'est pas une arrivée, c'est un chemin, et tu es déjà dessus. Voilà ce que je veux que tu gardes de cette vidéo. Une seule chose, si une seule chose est possible. Ce qui t'a été fait dit quelque chose sur lui, pas sur toi. Ton empathie, ta capacité à aimer profondément, ta sensibilité au monde et aux autres, ces qualités qui ont été utilisées contre toi, ce sont ces mêmes qualités qui vont faire de toi quelqu'un d'exceptionnel de l'autre côté de cette guérison. Le narcissique n'a pas réussi à les détruire. Il a seulement réussi à les blesser temporairement. Et les blessures guérissent. Ce que tu ressentais près de lui avait un nom. Ce que tu vis maintenant a aussi un nom. Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de l'échec. C'est le commencement d'une version de toi que tu n'as pas encore entièrement rencontrée. Et cette version-là, je peux te dire, d'après toutes les femmes que j'ai accompagnées à travers ce processus, cette version-là est magnifique. Tu n'es pas ce qu'il t'a dit que tu étais. Tu n'as pas imaginé sa cruauté. Tu n'étais pas trop sensible, trop émotive, trop compliquée. Tu étais trop entière pour quelqu'un qui ne pouvait pas supporter l'entièreté. Et maintenant, tu redeviens toi-même, plus complètement que jamais. Est-ce que tu reconnaissais l'une des 3 étapes dont j'ai parlé aujourd'hui? L'effondrement du faux soi, la rencontre avec l'ombre, l'émergence du soi authentique? Dans quelle étape tu te sens en ce moment? Dis-moi dans les commentaires. Pas pour te classer, mais parce que nommer l'étape où l'on se trouve est déjà un acte de courage. Et ta réponse peut être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour comprendre où il en est lui aussi.